Parce que celui que nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir a été notre Premier ministre par un beau matin du mois de mai. C'était un 10 mai, mais c'était celui de 1988, parce qu'avant, Monsieur Michel Rocard, vous avez eu en charge de nombreux ministères, le plan, l'aménagement du territoire, tiens, l'agriculture, tiens. C'est un grand homme politique français, une voix qui est écoutée en France, évidemment à l'international. Il a été, et il est toujours, défenseur des agences de l'eau, du modèle français de gestion de l'eau, sans manquer évidemment de s'interroger sur ses évolutions. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Michel Rocard. Bienvenue, merci. Madame notre modératrice, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur général de l'agence, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le député, je crois bien qu'il en reste un, Messieurs les maires, Mesdames les maires, Mesdames, Messieurs, chers amis. Ma tâche aujourd'hui est de répondre au nom d'un peu de passage dans le passé, dans le passé de ma vie, dans le secteur de l'eau, à la question suivante: comment le modèle français peut-il s'adapter aux nouveaux enjeux de l'eau? Et j'ai pour ça 45 minutes. Vu la nature du problème et mon enthousiasme congénital pour les problèmes de l'eau, je risque fort de les dépasser un peu. Je vais essayer de m'y tenir, on n'est pas sûr. C'est un beau sujet. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ces Français franchouillards chantant cocorico à toutes occasions prétendent avoir des modèles français de tout, n'importe quoi, et dressent par exemple de l'ordre social. Est-ce qu'il y a un modèle français de l'eau? Probablement oui. C'est pas sûr. Et en tout cas, je dirais comme premier élément de ma réponse qu'avant de chercher à l'adopter, il faut déjà le définir et le consolider. Et peut-être même le faire connaître. Car ce modèle français de l'eau est né très discrètement par une espèce d'effraction miraculeuse de la bonne technocratie dans la politique se taisant au lieu de nuire, c'est rare. Et il m'a semblé nécessaire, j'espère que le conseil d'administration de l'agence, qui est mon donneur d'ordre et à qui j'obéis, ne trouveront pas que je désobéis à son sujet en le dérivant un peu, pour vous raconter l'histoire de la naissance de ce modèle français de l'eau. J'aime pas d'ailleurs beaucoup le mot de modèle, hein, il n'est pas de moi, mais de cette expérience française de l'eau, qui a en effet un petit caractère unique et inattendu. Ça commence par la biographie d'un personnage. Ce personnage, je n'ai pas la date exacte de naissance, il a dû naître un peu avant l'an 1900. Et comme il vit toujours, je suggère que les milieux qui s'occupent de l'eau, et notamment les agences, se préoccupent de fêter à Yvan Chéret un monstrueux et tonitruant centenaire, puisque ça vient bientôt. Cet homme était de bonne famille aisée, fit de bonnes études, était polytechnicien, il est sorti ingénieur des mines, ça arrive. À la sortie de cette grande école, il choisit de rester dans le secteur public. À l'époque, c'était quand même encore la majorité. Ça se détériore, ce ratio. Deuxième choix étonnant, il décide de servir en Afrique, où il passe l'essentiel de sa vie. Et curieusement, il se met à ne s'occuper que de l'eau. Il travaille à l'adduction en eau potable de nos colonies de l'époque, en Afrique de l'Ouest. Et puis en Afrique, la législation sociale laxiste de la République admettait à l'époque qu'on s'y fatiguait plus vite qu'en France et on prenait sa retraite à 55 ans. Monsieur Yvan Chéret revient au tournant des années 50-60, à 55 ans en France, avec une bonne pension de retraite, enfin bonne, c'est moi qui le dis, probablement pour lui, une pension de retraite très modeste et rien à faire. S'ennuie. Il entreprend, à titre personnel, à peine aidé par quelques fonctionnaires bénévoles, quand il l'aide, du ministère, de faire l'inventaire des problèmes de l'eau en France, avoir passé sa vie à faire ceux de l'Afrique. Et au
stupeur. Il découvre que la France, qui se croit château d'eau européen à côté de la Suisse, qui n'a jamais connu un problème d'eau d'une part, où l'abondance de l'eau est telle que jamais ça a été un problème politique pour quiconque. Le problème de l'eau est traité en silence. Un peu localement, l'État s'en occupe peu. On n'en parle pas. Et l'étude attentive d'Yvon Chéret démontre qu'il pourrait bien en avoir des problèmes, qu'on est gravement insouciant de ne pas s'occuper d'abord de la pérennité de la ressource, ensuite des dangers de pollution notamment qui menacent cette ressource, et ensuite de problèmes de rareté locale potentielle dans un certain avenir. Bref, il se met à s'inquiéter. Je ne connais pas le mystère de cette histoire qui n'est pas écrite. C'est parce qu'elle n'est pas écrite que j'ai plaisir à vous la raconter. Parce que mon copain Pierre Calam, un autre ingénieur des ponts, a écrit une grande histoire de l'eau, qui est une histoire administrativo-technique horriblement ennuyeuse et parfaitement détaillée, où vous aurez tout, sauf les batailles d'hommes, sauf les conquêtes, sauf les inventions, sauf les coups de culot. Bref, nous sommes dans la première moitié de la décennie 60. Et il y a deux conjonctions. Un ingénieur des ponts génial et courageux, qui a du temps libre et des idées, un grand ministre. C'est pas si fréquent qu'on croit. Un ministre qui est à la fois courageux et intelligent, qualité rare à réunir. Le ministre s'appelle Edgar Pisani. Yvon Chéret va lui vendre son idée. À tous les deux, ils rédigent un projet. Ça va s'appeler la loi sur l'eau. Ils intoxiquent le reste du gouvernement. Ni président de la République, ni Premier ministre ne mouftent. Et le Parlement, les petits doigts sur la couture du pantalon, pour une fois, vote sans modifier une loi extraordinaire, totalement constitutionnelle, mais on s'en était pas aperçu, et totalement innovante sur bien des problèmes étranges. C'est l'inoubliable loi sur l'eau de 1964, que vous venez, madame, d'appeler modèle français de l'eau. C'est vrai qu'on a été un peu recopié. Mais enfin, attention au mot de modèle, il y a une prétention arrogante à donner des leçons aux autres que je n'aime pas derrière. Mais une expérience de l'eau qui vaut la peine. Toujours est-il que qu'est-ce qui se passe là? Première idée, il faut traiter l'eau de manière compétente sur les surfaces géographiques où il est pertinent d'avoir un système de décision. Ce sera le bassin versant. Le bassin versant, ça n'existe dans aucune circonscription de définition administrative de l'administration territoriale du monde. Deuxièmement, pour préserver l'eau, il faut mettre en place un principe tout à fait nouveau, encore secret, une réflexion sur notes manuscrites et dactylographiées qui se copient de milieu scientifique en milieu scientifique. Ce principe mystérieux s'appelle le principe pollueur-payeur. Il n'a d'application nulle part, c'est un objet de recherche. Nous sommes en 1964. Pour le moment dont je vous parle, ce n'est qu'en 1972, 8 ans après, que l'OCDE, qui sera la première, rendra dans une circulaire le principe pollueur-payeur, non pas obligatoire, elle n'en a pas le pouvoir, mais qu'elle le conseillera comme un principe d'organisation. Mais ce principe porte une conséquence qu'on va traiter longtemps, qui n'aperçoit pas au moment où on en parle. Quel statut va avoir l'argent de cette redevance équivalent au paiement d'un dommage? Puisqu'il est payé à l'État et qu'il est obligatoire, ça pourrait bien être un impôt. Mais il est décidé par des agents expérimentaux sur la base de mesures locales. Il est validé à un tarif par une... Alors, c'est l'autre objet de la loi sur l'eau. L'Assemblée qui vote le taux est étrange. On y trouve des fonctionnaires de l'État, délibérants, s'il vous plaît, et votants, des élus territoriaux, des industriels gros pollueurs, des associations de pêcheurs à la ligne, de curieux personnages à personnalités qualifiées, et tout ce monde-là vote une obligation publique. Dans aucun pays civilisé où la démocratie est connue, la démocratie s'est estampillée. Je vous rappelle que le contrôle de la dépense publique du souverain par un parlement est d'invention britannique. Je vous rappelle aussi, c'est important à savoir, que le tout premier parlement du monde fut islandais et né en 980. Mais depuis qu'il y a des parlements, et ça fait donc plus d'un millénaire maintenant, ils ont mis de la
du formalisme à ce qu'ils autorisaient et n'autorisaient pas. Avec ce diable de principe pollueur-payeur et ce principe de redevance, on voit arriver dans la circulation d'argent concernée par la puissance publique quelque chose d'étrange qu'on ne sait pas qualifier, qui n'est à l'évidence pas un impôt dans le mode de calcul, et qui n'en est sûrement pas un par la manière dont il est décidé. Et pourtant, c'est un argent public sous contrainte obligatoire, ce que la Constitution interdit absolument en dehors des formes de l'impôt. Bizarrerie. Et puis le conseil de ça, il est lié à cette circonscription territoriale nouvelle inventée pour l'occasion, qui n'a pas d'existence constitutionnelle et qu'on va appeler le bassin versant. Et puis dernier détail, Yvan Chéret propose de ce fait qui est le découpage de la France de l'eau en six agences, puisqu'il y a 6 bassins versants. On aurait pu discuter. Est-ce qu'Artois, Bicarty méritait l'isolement, j'en sais rien, d'où au Garonne, ça pouvait presque se discuter aussi. Toujours est-il, ça l'arrangeait bien pour une autre raison. Ce fonctionnaire des mines connaissait bien son pays. La France est un des pays ethniquement et linguistiquement à l'origine les plus divisés d'Europe. De ce fait, difficile à gouverner. Tout le monde s'y dispute toujours. Le pouvoir central est toujours objet de disputes. Et les féodalités qu'ils servent se disputent entre elles pour des raisons de territoire, on connaît bien. Alors tout le monde connaît ça sous le nom de la guerre des polices. C'est éternel, on en rigole tout le temps. La guerre des services techniques, on connaît moins. Mais Yvan Chéret connaissait bien. La bagarre allait être immédiate entre les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et ceux du génie rural, bien entendu. Coup de chance, on peut découper sans trop d'arbitraire 6 bassins versants. 2 pour les ponts, 2 sur les mines, 2 pour les mines, 2 pour le génie rural, on aura la stabilité dans la maison. Un coup de génie qui a contribué beaucoup à la paix de les cervelles pour l'agence. Et qui a sans doute contribué aussi à éviter que le Parlement n'ait peur, en votant tout ça dans le bleu, sans bien comprendre, sur une injonction Pisani ferme, avec la fermeté qu'on lui connaît, et un respect presque esthétique pour la beauté de la construction théorique à laquelle il ne comprenait rien, mais dont Yvan Chéret était l'inoubliable auteur. Voilà la naissance de la loi sur l'eau française. Qu'est-ce que je peux avoir oublié? Je crois que je vous en ai dit l'essentiel. Toujours est-il que la loi est de 1964, quelques discussions d'application. Les agences sont progressivement installées entre 1968 et 1970. Et dès qu'elles sont installées, bien entendu, les agences commencent par assurer leur première fonction, qui est la police de l'eau, la perception de la redevance. Commence leur deuxième tâche, qui est d'inventorier la ressource, et la troisième tâche, qui est de prévoir les travaux d'assainissement, les travaux d'adduction, et les travaux généraux et l'amorce du système. Il se prépare des programmes de travaux. C'est de l'argent public, tout ça. La Cour des comptes se saisit. 1972, un référé de la Cour des comptes. Qu'est-ce que c'est que cet impôt? Elle n'hésite pas, elle parle d'impôt. Voté par n'importe qui, y compris les associations de pêcheurs à la ligne, y compris les industriels, le privé, votant l'impôt, s'il vous plaît, dans des conditions sur lesquelles personne n'a aucun regard, sans qu'on connaisse les critères et sans qu'il y ait des limites à la mesure de ces critères. Et puis, tout ça produit énormément d'argent. Cet argent dort au trésor public, on ne sait pas pourquoi, scandaleux. Le trésor est serré, on n'a pas besoin, d'accord, ça rapporte, puisque c'est placé en obligation, mais tout de même, on n'a pas besoin de ça, et on n'a pas besoin de se fatiguer à assumer cette gestion en plus. 1972, la Cour des comptes demande la suppression des agences de bassin. 1972, mon cas personnel mérite une juste allusion pour votre information, simplement, c'est pas une gloriole. Je suis toujours en fin de mandat de député. J'avais été en 1969 élu comme l'unique député de PSU du France dans une élection partielle contre M. Couve de Meurville et une circonscription très jeune cadre, mais assez aisée.
ayant toujours toute son histoire voté à droite depuis qu'il existe le suffrage universel, me fait l'honneur de m'élire en signe de colère contre le gouvernement gaulliste vieillissant de l'époque en 1969. Je finis mon mandat. Je suis naturellement, et c'est logique, battu à l'élection générale suivante, où la droite reprend son patrimoine presque, dans cette circonscription qui lui avait toujours obtenue. Et je rentre dans mon service. Je vous rappelle que le statut de la fonction publique permet ce genre de choses. Il a les deux glorieuses co-signatures de Charles de Gaulle et de Maurice Thorez. Bien des gens pour discuter de l'avantage, enfin vous saurez. Me revoilà à l'inspection des finances. Michel, on est bien content de te revoir. Mais quand même, t'en as fait des vertes et des pas mûres pendant mai 68. Le secrétaire général du PSU, le plus gros des organisations manifestantes pendant tout le mois de mai 68. Très bien, à l'Assemblée nationale, tu as ta place. Dans le service, on va avoir un peu de mal à t'utiliser. On sait que tu es un bon, tu avais fait tes preuves. Mais j'ai pas de mission pour toi maintenant. Tu es trop visible, tu es difficile à sortir. Et me voilà, payé 3 ans, ne rien faire. C'est un sort heureux. Je lisais beaucoup. Ma culture économique n'a jamais été en retard de trop de lecture, de rattrapage. C'est vacances obligatoires le soir. Et puis un beau jour, téléphone. Michel, on a quelque chose pour toi. Mission purement technique. Il n'y a rien de politique là-dedans. C'est de la pure technique. Tu vas aller vérifier les agences de bassin. Ma réponse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors on m'explique. Il y en a 6. Donc il faudra 6 inspecteurs des finances. T'es le plus ancien, tu vas patronner l'équipe. Mais, cas bizarre, ça ne m'était jamais arrivé. L'inspection des finances n'agit pas là en tant que service vérificateur propre sur son autosaisine et sous sa détermination principale, elle agit là en application d'un référé de la Cour des comptes, rarissime, qui demande la fermeture des agences. Et donc ma mission va consister à évaluer le patrimoine et à faire rapport sur la redistribution des fonctions et sur la redistribution des tâches des missions avec une évaluation sur le peu qu'avaient fait les agences pendant quelques temps. Je pars avec 5 jeunes camarades, dont Jérôme Jaffré qui s'est fait connaître comme patron d'Elf après, enfin une très belle mission, très glorieuse. Je suis le chef vénéré puisque je suis le plus ancien, et comme je n'avais pas trop raté mes coups avant, je dispose encore d'un peu de respect professionnel. Comme j'ai déjà 2 enfants, je suis le plus chargé de famille, je demande à rester à Paris, donc à vérifier la plus grosse des agences, elle s'appelle Celle Normandie. Nous avons le référé de la Cour des comptes comme notre bréviaire. Et nous allons vérifier les agences. Et on commence par la comptabilité, la gestion. Nous sommes 6, il y a 6 agences. L'un d'entre nous, le Patrick Careil, qui terrorisa la France fiscalement pendant longtemps après, chargé d'Adour-Garande, a eu la malchance de trouver une Adour-Garande qui n'était pas très bien gérée. À l'époque, il y avait comptablement et administrativement beaucoup à dire. Les 5 autres, dont moi, sont stupéfaits d'une grande qualité de gestion. Messieurs les ingénieurs, chapeau bas. Heureusement qu'on a pu écrire ça, ça n'a pas servi à rien. Mais après, on a voulu comprendre. On s'est fait expliquer. J'ai appris de l'Ivan Chéret. J'ai appris de l'eau. J'ai appris la pollution, j'y connaissais rien. J'ai trouvé ce principe pollueur absolument génial. Et puis, nous avons travaillé comme des bœufs pour faire une évaluation quantitative de la masse d'argent qui dormait dans les banques, comparée à l'ampleur des devis prévisibles des programmes de travaux qui se préparaient en application des programmes. Et ça correspondait. Insolence suprême. Nous avions tous à écrire que la Cour des comptes s'est foutu le doigt dans l'œil, qu'elle aurait pu travailler un peu mieux, qu'elle aurait pu s'apercevoir que la provision d'argent tombait juste pour les montants de travaux qui se préparaient à être demandés, et qu'en plus, du point de vue de la lutte contre la pollution, cette redevance était un nouveau produit financier à identifier dans le langage de la comptabilité publique, mais que c'était intelligent, performant. Horreur, terreur. J'ai un petit premier succès personnel dont je suis un peu fier. J'ai convaincu mes 5 autres copains d'être aussi vigoureux que moi dans l'écriture globale, ce qu'on ne fait pas. Un inspecteur des finances est libre totalement de sa plume, et nul, pas même ses chefs de service, ne saurait faire de pression sur lui. Cette caractéristique est une des grandeurs du service, elle est toujours respectée.
Et c'est pour ça que le service est cru. Mais on s'est mis d'accord. Les agences méritaient le respect. Alors on est passé devant le tribunal. Certains d'entre vous ont peut-être connu ça. Le tribunal s'appelait le comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics. C'est un machin solennel, coprésidé par un collège d'une dizaine de magistrats de l'ordre supérieur, c'est-à-dire dans la fin de leur âge et de leur carrière, en général, conseillers maîtres à la Cour des comptes, et dont le métier principal était de juger les frasques et les impérities de leurs pétulants tout jeunes collègues et inexpérimentés venant de l'inspection des finances. Ça ne se passe pas bien au début, parce que, naturellement, les petits jeunes n'ont pas la parole. Pour le défenseur du rapport, parle l'inspecteur général de finances qui était de contrôle. L'autre était un peu couard, il avait passé 5 millions de contrôle, c'est-à-dire à regarder comment les autres travaillaient sans créer lui-même. Ça crée une psychologie, c'est le danger de la survie dans les corps de contrôle. Et il était timide et l'idée d'ouvrir un conflit lui faisait horreur. Deuxième coup d'État sur une affaire qui en est longue, je demande la parole. Surprise, on me la donne. Et je cogne. Et on s'amuse. La délibération est effrayée. Les magistrats, l'ensemble, il y avait quelques inspecteurs des finances d'un âge respectable dans le collège du comité central d'enquête, nous donnent acte. On oublie le référé de la Cour des comptes. On avait sauvé les agences. Elles s'en souviennent. Voilà comment tout commence. Ça n'avait rien réglé. Par un autre mystère, le consensus au moment du vote de la loi était tel qu'aucune des 3 autorités capables à l'époque de saisir le Conseil constitutionnel. Nous sommes avant la réforme Giscard d'Estaing qui donne ce pouvoir à la minorité du Parlement. Là, seuls peuvent saisir le Conseil constitutionnel le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Peut-être celui du Sénat aussi, c'est tout. Personne ne le saisit. Et l'inconstitutionnalité absolument évidente de la loi passe. Elle est restée, elle est toujours appliquée, vous êtes toujours, mes chers amis. C'est embêtant, on n'a pas su trancher tout ça correctement. Toujours est-il que je vais m'occuper d'autre chose, que je reviens en politique, je vais m'occuper d'agriculture, ça me rapproche aussi de l'eau, ça. Mais ça commencera par le canal de la voie d'eau, à travers l'aménagement du territoire. Et puis je deviens Premier ministre. Et là, nouveaux avatars qui vont concerner l'eau. Il y avait une quinzaine d'années que divers gouvernements s'étaient essayés à s'occuper de l'environnement et avaient promu ministre adjoint, ministre délégué auprès d'un autre. Quelques hommes politiques, ou femmes politiques d'ailleurs, il y en a eu aussi, comme ministre de l'Environnement. Personne là-dessus d'émerger vraiment. C'était distingué un maire de Dijon. Je demande à mon président de la République de ne pas nommer un politique, mais de nommer un ingénieur écologique. Il s'appelle Brice Lalonde. On ne le connaissait pas. On ne saura qu'après, ce fut un fabuleux ministre et un exécrable homme politique, par dispersion, par incontinuité, mais en politique. La politique vicie tout ce qu'elle touche. Pensez à Claude Guéant. C'est un sale métier que je déconseille à vous tous. Pour retenir le coup, il faut être un peu spécialiste. Ce n'était pas son cas. Donc oublions cet instinct politique et rappelons-nous que comme ingénieur écologique, il a été un très grand ministre de l'Environnement. Et nous tombons d'accord très vite sur le renforcement de la politique de l'eau. Et puis voilà qu'au bout de... il a été mon ministre de l'Environnement 3 ans. Au bout de la première de ces 3 années, il vient me dire « Michel, ça ne va plus du tout dans les agences. Pardonnez-moi les quelques phrases qui vous suivent, monsieur le directeur général, à l'évidence, elles ne vous visent pas. Je vous raconte votre propre histoire collective. Messieurs les directeurs des agences sont en attente de postes plus gros dans le privé pur. L'agence a une rémunération de poste semi-public, donc inférieure. Ça les ennuie. Ils font de l'électoralisme. C'est-à-dire ils font plaisir aux élus ruraux en mettant des tuyaux là où on n'en a pas besoin et où il suffirait de puisards, et se désintéressent des grandes zones urbaines où les conseillers généraux n'existent pas et n'ont pas de réputation et où il n'y a pas de position à faire. Je veux changer ça et je veux les dynamiser et les recentrer sur leur boulot. Il faut en lourd des 3. Pour 2 des 3, j'ai des candidats, pour le 3e, je ne l'ai pas. Je me souvenais de ma jeunesse.
c'était 15 ans avant. Et je lui dis, tes trois, ils sont où, dans quel corps? Vous nous voyez en train de massacrer le corps des mines au profit du corps des ponts ou l'inverse. Pire, vous laissez la place aux génie rural. Ah, impossible. Coup de chance, il y en avait un dans chaque. L'équilibre était préservé, on a pu travailler. Deux ingénieurs du privé, ou peut-être contracteurs des agences, furent immédiatement donnés dans des agences, mais la Londe n'avait pas de candidat pour la plus grande, Seine-Normandie. Et c'est moi qui lui ai dit, mais moi, quand j'ai vérifié cette agence, j'ai été éperdu d'admiration pour la qualité du travail qui s'y faisait, ses compétences. Le grand patron était en retraite, il s'appelait Valéron, un nom à se souvenir, un des grands de la flotte. Mais son numéro 2, contractuel du privé, s'appelait Thénière Buchot. Vous savez tous que c'est maintenant un des papes de votre profession, un des gouverneurs du Conseil mondial de l'eau. Je l'avais vu, numéro 2 de cette Normandie, et je lui ai dit, on peut peut-être le récupérer. Il était parti dans le privé, il avait doublé sa paye, il n'avait plus tellement envie de revenir. Il a fallu, je ne raconte pas, c'est moi qui ai réussi à le rappeler dans le public, en violant toutes les hiérarchies et toutes les règles de nomination. L'administration ne voulait pas le nommer, parce que les conditions de rémunération que cet homme qui a pris d'autres charges exigeait sortaient des cadres habituels. Même l'eau exige qu'on sorte des cadres habituels. Yvan Chéret l'a fait sur les principes, je l'ai fait sur les nominations. On a récupéré là un des grands penseurs contemporains de l'eau avec Chéret lui-même. Et voilà comment tout est reparti. Il est arrivé un jour, peu après, que le président de la République m'a demandé un peu vite ma démission. Je n'ai même pas eu le délai de saisir le Conseil des prud'hommes. Bref, j'ai eu 24 heures pour prendre mes dernières décisions. Et il est bon pour la politique de l'eau de savoir que mon avant-dernière décision avant de m'en aller fut l'acceptation du doublement du prix de l'eau sur 5 ans pour les prochains travaux de l'ensemble. L'eau ne m'aura pas quitté. Je vous raconte tout ça pour que vous ayez en tête que le régime n'est pas stable, qu'il n'a pas encore sa place, il est contesté. Dans toute l'administration française, il reste des centralistes. Pour que les agences sont un scandaleux démembrement de l'État. Et de bonne direction du génie rural devrait faire ce métier très bien. Ou direction générale de l'agriculture maintenant. Deuxièmement, il reste des orthodoxes de la rigueur fiscale qui n'aiment pas que la contrainte publique s'associe à des prélèvements qui n'ont pas la solennité, les garanties données aux tiers et juridiquement, les garanties politiques que donne l'élection pour voter ce qui finalement est un impôt. Tout ça demeure, n'a pas jamais été traité. Et puis, le caractère des assemblées qui le votent, toujours pas traité. Si bien que nous traînons cette incertitude. Et il y a eu souvent des contre-offensives. La Cour des comptes elle-même ne s'est pas rendue sur le fond aux arguments. On a des offensives de temps en temps. Je vous ai raconté tout ça parce que la première des choses, c'est de le consolider, de le reconnaître, de l'établir et de le confirmer, ce modèle français de l'eau. Car tout n'est pas fini. On a eu un coup de chance par hasard, dont on aurait pu profiter. Pour d'autres raisons, et s'agissant d'autre chose, un président de la République, il s'appelait Jacques Chirac, a eu un vrai souci de l'environnement, fait produire une charte de l'environnement, ou plutôt enregistre que la société civile a produit une charte de l'environnement, décide d'en faire une partie du préambule de la Constitution. La charte de l'environnement est constitutionnalisée. Le principe pollueur et payeur est dedans. Le principe de l'administration par bassin versant n'y est pas. Mais avec la charte derrière nous, on peut plaider une nécessité particulière. En tout cas, en principe, ça devrait régler. Mais peu après, 2006, je crois, sous un gouvernement toujours sous la présidence de M. Chirac, une ministre de l'Environnement, Mme Nelly Olin, essaye d'en sortir et rédige une nouvelle loi sur l'eau. Je ne sais pas si c'est elle qui n'a pas eu le courage. Si c'est son Premier ministre, ça devait être Fillon, ou peut-être avant Fillon, Villepin, qui l'a calmé, je n'en sais rien, je n'accuse pas. Toujours est-il que la loi sur l'eau de 2006 change la nature de la redevance, la soumet à délibération parlementaire et l'enferme dans une fourchette dont le Parlement national doit être le définisseur. Clairement, il établit là la relation de rentrée dans les caisses publiques, donc avec un impôt, et coupe le lien
avec un élément technique. La redondance est liée au coût de la pollution qu'on a émis et qu'il faut remplacer. C'est hyper dangereux. Nous en sommes là. J'ai été long à vous donner tous les éléments de conscience qu'il faut avoir en mémoire pour juger de la situation où vous êtes. Elle est toujours fragile. Le milieu de l'eau doit tonitruer en disant qu'il nous faut un retour aux principes initiaux et en tout cas la reconnaissance du principe pollueur-payeur pour stabiliser toute l'affaire. Voilà la condition majeure pour que le modèle français demeure. Reste que tout n'est pas dit et qu'il y a d'autres sujets, bien entendu. Excusez-moi, l'éclairage est si vif que je ne vois plus mon papier. Alors, abordons des problèmes plus généraux sur l'exportabilité du modèle français, sur notre rapport avec le monde entier, parce que, détail à connaître aussi, la France est puissance majeure dans les affaires d'eau. D'abord parce que le créateur de la pensée sur l'eau contemporaine, c'est Yvon Chéré. Ensuite parce que Yvon Chéré fut le créateur d'un premier conseil. Il a changé de nom, il est devenu Conseil mondial de l'eau dans une définition un peu plus vaste, mais qui déjà fut créé en France et sur initiative française. Ensuite, parce que la loi que je viens de décrire nous a donné une organisation territoriale et pratique autour du principe pollueur-payeur exemplaire et beaucoup recopié. Et puis enfin, parce qu'à côté de ça se développait, il y a une relation de cause à effet. Les ingénieurs transit. Les deux plus puissantes compagnies mondiales qui font à titre privé et lucratif des travaux concernant l'eau, elles sont toutes les deux françaises. C'est Suez et la Lyonnaise, vous savez ça très bien. Et maintenant Veolia. Et donc la France a une place forte. Le dernier forum mondial de l'eau a eu lieu à Marseille, puisque c'était la ville où résidait le président actuel du Conseil mondial de l'eau, M. Fauchon. Donc nous avons des responsabilités. Mais il faut savoir aussi que l'eau mérite d'être mieux connue parce que ses exigences de traitement méritent de faire école mondialement. Il faut savoir, c'est le plus fascinant de tous les produits que traite l'économie mondiale. D'abord, c'est le seul des produits dont naturellement la puissance publique soit obligée de s'occuper tellement il est indispensable. Que tout le monde veuille, tout habitant, tout individu, pas seulement tout le monde veut avoir l'eau sur son robinet. Exigence générale, partout. Même, et surtout là où on l'a pas d'ailleurs. La gestion de l'eau exige des normes centrales. C'est gouvernemental au sommet. Exige une économie sérieuse à la base. Elle appelle une bonne coopération du public avec le privé. Elle appelle une interpénétration du lucratif et du non lucratif. Elle n'est pas concevable sans un solide niveau de décentralisation. Loi commune connue maintenant dans tout ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde et qui commence à changer de nom, les dictatures sont de mauvais gestionnaires de l'eau. Elles n'osent pas faire confiance aux échelons intermédiaires, surtout si on est élu, parce que ça pourrait être de l'irrédentisme, et par conséquent, le commandement central emporte des dérives. C'est ça l'eau, c'est une merveille. Et en plus, c'est quand même autrement poétique que le charbon, l'uranium ou le chemin de fer. Ceux qui se mettent à travailler sur l'eau ont l'âme verte et poétique. Et une de mes joies de vivre en arrivant chez vous aujourd'hui, c'est de voir que le livre que l'agence Rhône Méditerranée Corse a mis en chantier dans une entreprise particulière sur laquelle je vais terminer, qui est la réconciliation de l'eau avec le terroir, les territoires. Lisez-le, ce livre, vous allez voir, vous venez de le recevoir. Bravo la rédactrice, mais l'eau suscite la poésie. Et d'ailleurs, elle a une très grande place dans nos littératures, dans nos peintures. Et puis, la plus belle tranche musicale de Handel s'appelle Water Music, etc. D'inspirer tous nos artistes. Ça n'arrive à aucun autre objet économique. Elle a des vertus particulières. Mais les principales, c'est
de rendre la démocratie nécessaire, d'exiler le pluralisme. L'eau est un appel économique à la démocratie et au pluralisme. C'est formidable. Ça mérite d'être dit et d'être confirmé, et cela d'autant plus que l'on pourrait commencer à avoir des inquiétudes sur l'eau. Car maintenant, il me reste à conclure mon propos sur les problèmes nouveaux. Je viens d'évoquer la consolidation et la capitalisation du capital politique hérité du traitement du problème tel qu'on le voyait autrefois. Maintenant, grand problème. D'abord, puisque nous vivons à l'époque où on se met à avoir peur de tout, il y a y compris le réchauffement climatique qui peut la faire s'évaporer, est-ce qu'on risque de manquer d'eau? Il faut rappeler, il faut le savoir, d'abord qu'il n'y a pas de problème mondial de l'eau. Elle est si lourde à transporter qu'en fait on ne la transporte à peu près pas, et que par conséquent il n'y a de problème de l'eau que locaux, que territoriaux. Il n'y a pas de problème de l'eau, point. Du point de vue global, la planète dispose de 14 000 milliards, 14 000 trillions de kilomètres cubes d'eau. 97, quelque chose %, tout ça est salé. Donc il reste 2,7 ou 8% d'eau douce. Mais plus de la moitié de ces 2,7 ou 8% sous la forme de glace. La calotte du Groenland, les deux est et ouest calottes de l'Antarctique, et puis les grands glaciers de l'Himalaya. Sa sainteté, le Dalai Lama, proclame que nous devrions cesser de parler des deux pôles de la planète. Il y a trois pôles, l'Himalaya étant le troisième. Du point de vue de l'exosologie, il a raison. Ça ne facilite pas le travail pour les autres, restons-en là. Reste que nous avons à peine 1,2% du volume total d'eau sous forme d'eau douce disponible pour les individus de manière terrestre. Et là commencent les problèmes. Le premier, c'est qu'elle est très inégalement répartie. Et tout ça est compatible avec le fait que beaucoup de zones sont heureuses et vivent sans crainte à vues humaines de drame du point de vue de la consommation d'eau et donc de rareté, mais que bien des zones, notamment en voie d'urbanisation nouvelle, elles peuvent voir la rareté se profiler, on la sent venir. Cette inégale répartition porte des conflits. Et le monde est riche de conflits potentiels terribles. Il y a ceux qu'on repère. Le Pakistan pourrait bien se couper en deux dans une bagarre où le problème de l'inégale répartition des richesses en eau entre le Sud et le Nord vient bien avant toutes les contestations religieuses ou tribales que ce pays ravagé connaît. On connaît moins la plus terrible de ces guerres, la seule dont on est sûr qu'elle finira pas avec les armes à la main parce que les civilisations et l'encadrement local sont tels que ça ne se passera pas. Mais on ne sait pas comment ça pourra se passer. L'ouest des États-Unis est sauvagement en train d'assécher l'ouest du Canada. L'immense nappe phréatique qui leur est commune est pompée à mort et nous arrivons à une intensité de conflit que personne ne sait comment maîtriser. On n'est pas sûr d'ailleurs que la Cour internationale de la Haye, le tribunal interétatique, puisse avoir compétence dans un cas pareil. En tout cas, ce problème est sur la table. Et puis, il y a un régime stable et accepté pour pas beaucoup des grands fleuves mondiaux. Le cas le plus connu est celui du Nil, dont l'Égypte, le pays de l'aval, consomme 95% de la ressource, les 5% restants étant disputés entre les 11 petits pays, plus petits pays en amont, sans qu'il y ait le moindre accord, la moindre perspective de solution et même de négociation. Presque aussi chaud est le problème du rapport de la Turquie avec tous ses voisins. La Turquie est un château d'eau dans lequel prennent source deux fleuves extraordinaires puissants, le Tigre et l'Euphrate, qui irriguent l'Irak, la Syrie, la Jordanie, le Liban, en partie Israël et même l'extrême ouest de l'Iran. Il n'y a pas de traité, on a failli se faire la guerre 2 ou 3 fois. Sous-variante du problème, les relations entre Israël et la Palestine sont terriblement marquées par l'eau. Et il y a eu des experts pour incriminer l'eau comme un des facteurs de déclenchement de la guerre des 6 jours. C'est pas sûr, Israël répondant « Ne vous moquez pas de nous, c'est tellement... militairement, nous sommes tellement plus forts, on peut aller chercher où on veut, c'est pas l'eau la raison. » Reste que le problème n'est pas non plus là résolu. Il y en a d'autres comme ça, je m'arrête.
Il reste que la communauté internationale, et dedans la France, qui a une fonction d'éclairage intellectuel. Et où est-ce qu'il est cet éclairage intellectuel? C'est dans les personnels des agences, incidemment. A le devoir de réfléchir à ces sujets, par exemple, de commencer à préparer un traitement législatif, voire judiciaire, des conflits sur l'eau. Il faut y penser. Nous avons d'ailleurs commencé en créant un statut honorable du Rhin, plus en tant que voie navigable dans ces jets d'eau, mais il alimente, même pour être purifié, un peu d'eau potable. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il pourrait y avoir un manque d'eau pour d'autres raisons. Du peu que nous en avons, de tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, il reste que l'eau douce disponible pour des êtres humains vivants est à 0,65% de la masse totale de liquide aquifère qu'il y a sur la planète. Le principal étant dans les nappes phréatiques. Or, en moyenne, planète entière, peut-être un peu en dessous de la moyenne pour nous, pays développés, 50% de cette ressource est perdue. Fuite dans les réseaux. Un peu de vol, énormément de fuite. On a fait pour l'essentiel les réseaux d'eau au moment où ils livrent d'une nouvelle technique, la planète s'irriguait d'électricité, de chemins de fer et de réseaux variés, dont ceux d'eau. Ce fut inouï. L'eau sur le robinet, c'était une révolution énorme. Et toutes les agences doivent avoir dans la bibliothèque les livres locaux où on raconte comment tel village ou tel bourg a changé de mode de vie quand l'eau est arrivée. Et c'est vieux d'un siècle. Après, on s'est calmé. L'entretien des réseaux coûte cher. On ne sait plus faire. Il faut penser une intégration du coût d'entretien des réseaux dans son prix d'abord, le faire avaler à l'État. Et le faire avaler aux mentalités publiques. Car la première des grandes batailles qu'il y a eu à mener sur l'eau fut une bataille contre la soi-disant gratuité. Il nous venait des empires généraux, l'Égypte ancienne et l'Empire romain peut-être, l'idée que la distribution d'eau est un dû de la puissance publique à ces sujets, et que de ce fait elle est gratuite. C'était une imbécilité qui ne permettait pas de faire face à l'augmentation des besoins, bien entendu. Beaucoup de pays, certains même se sont auto-baptisés socialistes, j'ai de ce mot une acception plus exigeante et sensiblement différente, mais que je ne développerai pas ici, avaient impliqué la gratuité de l'eau. Et nous traînons encore en Europe quelques contradictions politiques héritées de cette période. La bataille contre l'idée stupide que l'eau pourrait être fournie gratuitement, pour rétablir l'idée qu'elle doit avoir un coût et qu'il faut s'occuper de près de la répartition de ce coût. Cette bataille, je crois, gagnée. Mais ce n'est pas la seule ni la dernière. Il reste d'abord à intégrer une certaine conception de l'acceptabilité du prix de l'eau, y compris l'entretien des réseaux, qui est le gros problème d'aujourd'hui. L'adaptabilité de demain passe par une bonne solution de ce problème-là. Deuxième problème, il n'est pas si nouveau, il est ancien, mais ce qui est nouveau, c'est sa reconnaissance comme problème majeur au niveau d'importance qu'il prend. Il n'y a pas de réseau de situation où une eau de qualité reste fournie de manière constante si ce n'est pas accompagné d'un assainissement suffisant. S'il y a absence d'un assainissement suffisant, tout va y passer, les nappes phréatiques notamment. Et par conséquent, il y a de fait, les déclarations du Forum mondial de l'eau viennent dans ce sens. Une relation, j'ai envie de parler d'un jumelage, entre l'adduction et l'assainissement, qui doit passer dans les mentalités collectives aussi. Alors d'accord, l'adduction c'est la noblesse, l'eau transparente, pure, symbole de la pureté dans toutes les civilisations, avec la merde, le caca, bon, ça va pas bien ensemble. Il faut le porter. L'assainissement est tout aussi nécessaire que l'adduction. Et il est dans la grandeur de la tâche des agences d'assurer cet équilibre et cette relation. Pardonnez-moi de rappeler cette trivialité qui devient décisive, et notamment dans les pays où on a encore des zones entières à amener à l'eau, adduction et assainissement à la fois. Je parle de l'Afrique, par exemple, à côté de chez nous. Un autre immense problème vers lequel il faut progresser,
et sur lequel j'ai un peu envie de dire que les gouvernements sont trop faibles pour le traiter tout seul. Ça doit beaucoup être éclairé par des négociations sur place, par une pratique locale. L'agriculture. Rappelons les chiffres. 14 trillions de kilomètres cubes d'eau, dont l'essentiel salé, 0,65% de tout ça en liquide disponible pour l'espèce humaine, la moitié perdue dans des fuites, il en reste 0,3%. 70% de ces 0,3% vont à l'agriculture, à l'irrigation, souvent largement excessif. Je suis un ancien ministre de l'Agriculture et il m'est arrivé souvent de dire que j'avais beaucoup aimé cette partie de mes fonctions et que j'ai beaucoup de respect pour ce monde qui travaille plus que les autres et à plus grand risque. Donc il n'est pas question d'aller rechercher les loises. Mais il est sérieusement question de prendre conscience que ce prélèvement de l'agriculture sur des ressources en train de devenir rares est à haut risque et ne peut être éternel. Et que par conséquent, la sélection de variétés moins consommatrices, les changements à suggérer de régime alimentaire pour consommer des produits demandant moins de temps d'eau. Ça suppose notamment la diminution de notre consommation relative de viande par rapport à celle de produits végétaux ou de petites volailles, mais ça ne suffit pas. Il nous faut aussi la complicité des agriculteurs eux-mêmes sur la manière de l'économiser l'eau. C'est là que les agents des agences sont conseillés en utilisation de l'eau. Bien sûr, la solution miracle, on la connaît, elle marche très bien, elle est fabuleuse, elle s'appelle l'arrosage goutte à goutte. Elle ne vaut pas pour toutes les cultures de loin, elle coûte un argent fou en investissement, mais elle économise 60-65% de leur sol. C'est formidable. Simplement pour le tiers des cultures, sans doute. Un encouragement. Donc il faut d'autres solutions. Certaines sont encore en recherche. Au Salon de l'Agriculture, il y a quelques années, j'avais vu un stand de l'INRA qui présentait quelques arbres, dont un palmier, équipés de capteurs qui étaient des petites seringues prélevant de la sève et la transmettant dans un petit tuyau externe avec un instrument de mesure en bas. Et quand le palmier avait soif, il faisait lâcher les vannes d'alimentation en eau, le temps qu'il fallait pour n'avoir plus soif. Ça doit coûter très cher, mais pour toute la reforesterie, nous sommes dans cette gamme de recherche. Il faut prendre au sérieux tous ces sujets, car le vrai danger quantitatif, il est en train d'arriver. Entre les vrais pauvres, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient urbains, et les classes moyennes, comme on les appelle aujourd'hui, le volume de consommation annuelle d'eau varie de 1 à 5 ou de 1 à 4 à 5. Afrique, Chine, classe moyenne ne connaît pas. Inde, classe moyenne ne connaît pas. Ça commence, ça c'est ce qui, le décollage économique commence. Dans une trentaine d'années, on évalue l'ensemble des classes moyennes chinoises, plus indiennes, plus africaines, à 2 milliards d'hommes et de femmes, des enfants. Si ceux-là consomment comme les Américains et les Européens d'aujourd'hui, là, il y a le manque d'eau absolu, presque immédiat. Affaire d'habitude de consommation, affaire d'annonce, affaire d'avoir serré les boulons de toutes les économies partout, y compris sur le plan de l'agriculture. C'est tout ça les conditions de stabilisation des bons régimes de gestion de l'eau, le modèle français étant plutôt un des bons modèles. Mais le modèle français, il faut le consolider, y compris politiquement. Il devient de première importance dans tous les pays qui ne l'ont pas, de faire place constitutionnellement à l'espace du bassin versant pour y gérer l'eau avec une vraie autonomie politique de fixation des responsabilités, de nomination des chefs, des circulations d'argent et surtout de détermination de l'enveloppe de la redevance qu'il faut continuer à refuser d'appeler un impôt parce qu'elle n'en est pas un, mais qui est tout de même de l'argent public sous contrôle public. Voilà un certain nombre des choses que je souhaitais vous dire. Il reste 2 éléments que je veux rappeler en finissant. Le premier, c'est que jusqu'à présent,
on ne s'est pas assez soucié, mais ça va venir maintenant, d'apporter à la tarification de la vente d'eau un souci, mettons, social, un souci de redistribution de revenus. Il y a pas mal de systèmes, mais en gros, il y a l'eau payée au forfait, on paye une somme X, le fournisseur la calcule comme il peut, et puis vous êtes alimenté sans limitation de quantité. Ça existe encore ici ou là dans les pays très riches ou non. Il y a la rémunération duale, tarif fixe, la partie fixe, une partie fixe servant à financer les investissements et le raccordement, et la partie modèle étant calculée sur le volume que vous avez vous-même, ce volume est variable, consommé. Et dans la partie variable, on peut avoir une tarification progressive ou dégressive. C'est une affaire de modèle social, et c'est là que la facilitation de l'accès à l'eau et à ses services accessoires et à l'assainissement aux couches les plus défavorisées joue son rôle. Sur ce point, la réflexion collective sur la tarification de l'eau et ses aspects environnementaux, mais aussi sociaux, n'est pas assez avancée. Ce n'est pas encore un souci de nos ingénieurs. Et puis, il reste la grande affaire des temps contemporains. Nous vivons une crise économique majeure, tant dans l'économie physique, chômage, quasi-arrêt de la croissance, que dans l'économie financière, inégalité vertigineuse, 750 trillions de dollars investis en spéculation sans autre base que des signatures de financiers faisant confiance à eux-mêmes et sans accrochage à l'économie réelle, tout ça peut exploser n'importe quand. Et tout ça a été justifié par des théories du marché qui avaient perdu tout rapport avec des territoires. L'économie théorisée par la science économique d'aujourd'hui, elle est abstraite, elle est non localisée. Et dans la réponse à la crise, la relocalisation, les Bretons le demandent, les ouvriers de Peugeot le demandent, la relocalisation fait partie des choses. Mais l'eau est pour chaque territoire, et sa ressource pour accueillir des activités industrielles consommatrices, une des clés aussi. Et c'est pour cela que la recherche amorcée par la direction de l'agence Rhône Méditerranée-Corse, et que je veux féliciter à cet égard, est la bonne recherche. Réconcilier l'eau et le territoire, refaire une appropriation de l'eau par les habitants d'un territoire. Et c'est là que les histoires de détail, les histoires locales, d'aménagement, de relations entre l'eau, sa pollution, le traitement de l'environnement, prennent leur caractère décisif. Vous voyez qu'il y a encore du trésor, mais j'ai été honoré que vous me demandiez de vous en faire l'inventaire. N'ayez pas peur, vous ne serez pas chômeur avant longtemps. Le secteur de l'eau porte bonheur et rend heureux les gens qui y travaillent. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment, Michel Rocard. C'était un plaisir de vous écouter.